Au Gabon, Ali Bongo Ondimba a promis mercredi d'accélérer le rythme des réformes et la lutte contre la corruption. Le président s'est dit déterminé à aller au bout de sa mission. Ouverture ce mercredi à Conakry en Guinée d'un procès dans une atmosphère tendue. Il s'agit du jugement des principaux initiateurs des manifestations contre un éventuel troisième mandat de Condé. Scène chaotique au Parlement local de Hong Kong mercredi. La chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a été contrainte d'arrêter de prononcer son très attendu discours de politique générale. Ainsi se présente le sommaire de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Ouverture ce mercredi à Conakry en Guinée d'un procès dans une atmosphère tendue. Il s'agit du jugement des principaux initiateurs des manifestations contre un éventuel troisième mandat du président professeur Alpha Condé. Reportage. C'est le tribunal de première instance de Dissine, un quartier de Conakry placé sous haute protection, qui accueille le procès des meneurs de la contestation en Guinée. Les 8 responsables du Front national pour la défense de la Constitution, une coalition rassemblant des partis d'opposition, des syndicats et des membres de la société civile, sont jugés selon l'accusation pour avoir tenu des propos de nature à troubler l'ordre public en appelant à manifester. La capitale Conakry et plusieurs autres villes de la Guinée ont été en proie lundi et mardi à une agitation meurtrière. Des heurts ont agité Conakry et plusieurs villes depuis lundi, faisant au moins 6 morts parmi les manifestants tués par les forces de l'ordre selon des proches et des médecins. Pendant ce temps, le gouvernement assure que les forces de sécurité ne font pas usage d'armes à feu et ont confirmé seulement la mort d'un habitant de Conakry et d'un gendarme. Les interpellés avaient été arrêtés samedi au domicile du coordinateur du FNDC, l'ancien ministre Abdourahmane Sano. Selon leur avocat qui s'attend à ce que ses clients soient punis, ils encourent des peines allant de 3 à 5 ans de prison. L'ancien ministre ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés et s'engage à poursuivre le combat contre un changement de la Constitution, d'après l'avocat. Constitué en avril, le FNDC milite avec virulence contre un projet de révision de la Constitution évoqué par le pouvoir qui permettrait à Alpha Condé, âgé de 81 ans, de se présenter fin 2020 pour un troisième mandat, alors que leur nombre est limité à 2 dans ce pays. Ces tensions alarment l'ONU, inquiète d'une escalade dans un pays coutumier des protestations et des répressions extrêmement violentes. 10 années qu'il est à la tête du Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a promis ce mercredi d'accélérer le rythme des réformes et la lutte contre la corruption. Le président s'est dit d'ailleurs déterminé à aller au bout de sa mission. Ali Bongo Ondimba, fils d'Omar Bongo, le 16 octobre 2009, est investi président après un scrutin contesté en août, suivi de violences meurtrières. Dès sa prise de pouvoir, il multiplie les grands projets d'infrastructure grâce aux investissements de groupes chinois, mais le régime, confronté à la chute des coûts du pétrole à partir de 2014, traverse depuis une profonde crise économique. Mercredi, lors de sa 10e année de gouvernance, le chef de l'État s'est voulu rassurant. Je cite, « Je me sens bien et de mieux en mieux chaque jour ». Le 24 octobre 2018, Ali Bongo est victime d'un accident vasculaire cérébral en Arabie Saoudite. Il passe plusieurs mois en convalescence à Rabat au Maroc. Le 24 septembre, le chef de l'État, de retour d'un voyage à Londres, où il subissait de nouveaux examens médicaux et poursuivait sa rééducation, préside la rentrée de la Cour constitutionnelle. 2 semaines plus tard, le 5 octobre, il fait une apparition remarquée lors d'un meeting de son parti à Libreville, manifestement en meilleure forme. L'opposition, mais aussi des économistes, estiment que le Gabon n'a pas su profiter de la manne pétrolière pour diversifier sa production avant que la chute des prix de l'or noir en 2014 ne dégrade profondément son économie. Mais Ali Bongo assure qu'il a engagé ce mouvement de diversification de l'économie dès 2010 et que cela commence à porter ses fruits. Un rapport récent du Fonds monétaire international prédit une croissance de 3,4% en 2019 contre 0,8% en 2018. La croissance, c'est bien, mais la croissance, ça ne se mange pas, observe le chef de l'État.
Le Gabon est toujours classé parmi les pays les plus riches d'Afrique par habitant, mais aussi parmi ceux où la vie est la plus chère, car presque toutes les marchandises sont importées. Merci. Unis dans la concorde. Je sais qu'en 2016, les avocats de la famille Thomas Sankara ne débordent pas. Ils demandent à nouveau l'extradition de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat de Thomas Sankara. Ils se sont exprimés ce mardi lors d'un point de presse en prélude au 32e anniversaire de la mort du révolutionnaire burkinabé. Landry Saladan pour plus de précisions. Les avocats de la famille de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, tué lors du coup d'État d'octobre 1987, ont dit espérer voir extrader l'ancien président Blaise Compaoré, exilé depuis sa chute en 2014 en Côte d'Ivoire. Face à la presse ce mardi, Maître Prosper Farama, l'un des avocats de la famille du président Sankara, a déclaré à la veille du 32e anniversaire de sa mort qu'ils espèrent voir l'extradition de Blaise Compaoré. À l'en croire, il serait bon pour tout le monde, pour la conscience collective burkinabé et pour Blaise Compaoré lui-même, et même ses supporters, qu'il puisse venir au pays et être entendu par la justice, qu'il puisse se défendre et donner sa version. Le président Sankara a été tué par un commando le 15 octobre 1987 à 37 ans, lors du coup qui porta au pouvoir son compagnon d'armes Blaise Compaoré. L'affaire judiciaire a été relancée sous la transition démocratique et un mandat d'arrêt a été émis contre lui par la justice burkinabé le 7 mars 2016. Compaoré vit en Côte d'Ivoire où il a obtenu la nationalité ivoirienne grâce à sa femme et à ce titre ne peut donc être extradé. J'espère que le mandat qui a été émis, s'il refuse volontairement de venir se défendre, sera exécuté parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina sont des États de droit et les États de droit respectent les principes de droit, a souhaité Maître Farama. Selon Maître Stanislas Sankara, le dossier est compliqué et nous sommes en train de demander au juge de tout faire pour exécuter les différents mandats qui ont été émis, a déclaré l'avocat. En 2017, lors d'une visite au Burkina, le président français Emmanuel Macron avait promis que tous les documents français concernant l'assassinat de Sankara seraient déclassifiés. En Afrique du Sud, le géant public de l'électricité Eskom, qui fournit 95% de l'électricité produite dans le pays, a annoncé ce mercredi des coupures de courant dans la journée. Des délestages de mauvais augure pour la première puissance industrielle du continent qui tente de relancer son économie. Dans un communiqué rendu public par Eskom, les coupures de courant ont été annoncées ce mercredi de 7h à 21h GMT afin de protéger l'ensemble du système électrique pour éviter un effondrement total. Ces coupures, qui s'expliquent par un nombre important de pannes imprévues, interviennent lors du printemps austral, une saison où elles sont généralement très rares en Afrique du Sud. Ces délestages tombent à un moment particulièrement problématique pour le président Cyril Ramaphosa, qui revient de Londres où il a tenté une nouvelle fois d'attirer des investisseurs en Afrique du Sud. Pour mieux gérer ces périodes de coupure, Eskom distribue l'électricité pendant plusieurs heures et à tour de rôle dans les quartiers d'affaires, industriels et d'habitation. Eskom dispose de plusieurs centrales à charbon mal conçues, vieilles et mal entretenues, provoquant régulièrement des coupures. Le groupe croule également sous une dette abyssale de 26 milliards d'euros et a annoncé en juillet une perte nette record de 1,30 million d'euros pour l'exercice clos en mars dernier. Ces difficultés financières, qui sont la conséquence de mauvaise gestion et de détournement de fonds sous la présidence de Jacob Zuma, font courir des risques à l'économie du pays, le plus industrialisé du continent. Le Liban pleurait mercredi des forêts réduites en cendres au sud de Beyrouth. À la base, des incendies ayant touché depuis lundi des zones habitées qui ont causé d'importants dégâts aux infrastructures. Certains déplorent une catastrophe écologique. Des centaines d'incendies se sont déclarés lundi au Liban et le feu a progressé rapidement, menaçant des zones résidentielles en raison d'un vent chaud. Avec les premières pluies de la saison, les incendies ont été maîtrisés mardi soir, même si mercredi, des feux sporadiques ont été rapportés dans certains secteurs.
Plusieurs hectares boisés ont été détruits, des zones habitées ont été menacées et les autorités ont dû demander de l'aide à l'étranger. Le feu s'est déplacé de colline en colline en raison des vents violents. Plusieurs kilomètres carrés ont été touchés. Sur les réseaux sociaux, les internautes libanais ont notamment dénoncé le fait que les autorités n'ont pu faire usage d'hélicoptères acquis en 2009 pour lutter contre des incendies de plus en plus récurrents dans le pays avec le réchauffement climatique. Des responsables et des ex-responsables appellent à l'ouverture d'une enquête, d'autres évoquant un éventuel manque de fonds pour la maintenance des appareils. D'après l'ancien ministre de l'Intérieur Ziad Baroud, le coût de la maintenance n'est pas important par rapport. Scène chaotique au Parlement local de Hong Kong mercredi. La chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a été contrainte d'arrêter de prononcer son très attendu discours de politique générale. La chef de l'exécutif hongkongais a été chahutée par des parlementaires mercredi. Le discours de politique générale de Carrie Lam était présenté comme une tentative pour reconquérir la confiance de la population après plus de 4 mois d'une crise politique sans précédent. Mais des parlementaires pro-démocratie l'ont hué, l'obligeant à battre en retraite et à quitter le Conseil législatif. À 2 reprises, elle a commencé à prononcer son discours sous les huées de parlementaires démocrates, minoritaires au sein du Conseil législatif, dominé par les élus pro-Pékin qui ont appelé à sa démission. Après avoir échoué une seconde fois à prononcer son allocution, la dirigeante, dont le niveau de popularité est historiquement bas, a quitté le bâtiment. Cette allocution de rentrée parlementaire était particulièrement importante après un été de manifestations et d'actions quasi quotidiennes pour demander des réformes démocratiques sur fond de dénonciation de l'ingérence grandissante des autorités centrales chinoises. Mais ce nouvel épisode a une fois de plus souligné le profond clivage de la société hongkongaise. Les manifestants ont immédiatement appelé à un nouveau rassemblement dimanche. C'est la première fois qu'un dirigeant de l'ex-colonie britannique se trouve dans l'impossibilité de prononcer son discours annuel de politique générale depuis le début de cette pratique qui remonte à 1948. Dans son allocution préenregistrée, Carrie Lam annonce des aides financières et son intention d'accroître l'offre de logements et de terrains afin de résoudre le problème de la pénurie de logements aux attentes. Elle n'a fait aucune concession aux manifestants, suscitant aussitôt des critiques au sein du mouvement pro-démocratie. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.